Auditrices, auditeurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau podcast Vox Agitam. Je m'appelle Marc Fanals et je suis guide conférencier au sein de l'Agite. Avec mes collègues, nous aimons nous désigner sous le sobriquet d'Agité. Cette appellation indique à la fois que nous faisons partie de l'Agite, l'association des guides interprètes du Tarn, mais aussi que parfois nos fils peuvent éventuellement se toucher de temps à autre. Pendant cette période hivernale, à défaut de vous emmener sur les sites en balade, nous avons décidé de partager avec vous quelques anecdotes et autres informations qui seront à même de vous faire briller en société. Mes collègues ont justement traité différents thèmes lors des précédents podcasts, à savoir le confinement au temps de la peste noire, les traditions de Noël, les expressions occitanes ou encore la vie de Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'y jeter une oreille, nous vous signalons que ces podcasts sont également disponibles sur le site internet de l'Agite, à savoir www.lesguidesdutarn.com. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous paraît très intéressant. C'est quoi le métier de guide ? Ce podcast a pour vocation d'éclairer un petit peu votre lanterne vis-à-vis des origines parfois obscures de notre métier. Obscure, lanterne, c'est bon pour tout le monde ? Pardon, désolé. Plus sérieusement, c'est quoi un guide ? Quelle est l'origine du mot guide ? Qui étaient les premiers guides ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Vox Agitam. Alors ouvrez bien vos cages à miel et laissez-vous guider. Commençons par le commencement. C'est quoi un guide ? Si l'on en croit les différentes définitions en vigueur, un guide est une personne ou un élément qui tend à montrer le chemin, que ce soit dans la vie, auquel cas on parlera de guide spirituel, ou alors sur un site, auquel cas il faudra faire la différence entre les guides physiques, c'est-à-dire nous, et les guides en version papier. Bien que nous allons évoquer ce dernier point un petit peu plus tard, nous allons surtout nous concentrer sur les guides physiques, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui les guides conférenciers. Il s'agit de ces personnes ayant une carte professionnelle attestant d'un certain niveau d'études, qui du coup sont qualifiées pour mener un groupe d'individus à découvrir les différents sites à travers leurs commentaires. D'ailleurs, ces visites ne sont que la partie visible de l'iceberg. Elles ne sont que la mise en pratique d'un énorme travail de recherche visant, encore une fois, à vous faire passer un agréable moment en notre compagnie. Le guide est également considéré comme un médiateur culturel. Il permet de faire le lien entre l'histoire, le patrimoine et les visiteurs. En effet, parfois, pour apprécier un site ou un musée à sa juste valeur, il est nécessaire d'avoir quelques outils pour mieux appréhender ce que nous sommes en train de contempler. Faire une visite d'Albi sans connaître l'histoire du catharisme serait un peu comme regarder un film de Miyazaki sans les sous-titres. C'est beau, mais on ne comprend pas forcément tout. Il manque quelque chose. Visitez le musée Soulages sans comprendre la démarche de l'artiste et vous resterez dans le noir le plus complet. C'est pourquoi cette notion de médiateur culturel est très importante. Elle répond à une certaine envie des visiteurs d'avoir tous les outils à disposition pour une bonne compréhension des sites visités. En d'autres termes, nous, les guides, nous éduquons. Et je vous rappelle que éduquons, ce n'est pas une insulte. Les guides parlent en général plusieurs langues. Outre le français, nombreux sont ceux qui parlent anglais, espagnol, italien. Par exemple, au sein de la gîte, beaucoup de ces langues sont à disposition des visiteurs afin qu'ils puissent découvrir notre belle région. À ce propos, vous savez comment on nomme un guide dans les autres langues ? En anglais, ça s'écrit pareil, mais ça se prononce guide. En italien, on va dire una guida. D'ailleurs, le mot est invariable et il est toujours féminin. Même si le guide est un homme, on dira una guida turistica. Pour une fois que le féminin l'emporte, il faut que cela soit souligné. Nos amis d'Outre-Rhin, eux, vont désigner leur guide avec le mot Reiseführer, un guide de voyage. Le mot Führer, guide, étant malheureusement associé à notre type de guide de sinistre mémoire. Les Japonais, eux, vont nous désigner en tant que Gaido. Ainsi, vous pouvez remarquer qu'une grande partie des mots désignant notre métier ont la même racine. Essayons de remonter à l'origine du mot guide. Là, nous trouvons plusieurs hypothèses. La plus répandue est celle qui nous indique une origine indo-européenne. Guide prendrait sa racine dans les mots Veda ou Vidya, qui sont synonymes de connaissance suprême, ou encore du mot Wid, W-E-I-D, qui lui est associé au savoir. Ceux qui défendent l'origine latine du mot le rapprochent du latin video, qui s'écrit comme la vidéo, mais qui signifie « je vois ». On peut aussi le rapprocher du francique vitam, qui signifie « montrer le chemin ». Tous ces postulats font sens. En effet, on retrouve ainsi l'idée de celui qui détient le savoir et qui connaît le chemin. Par glissements successifs et en se basant sur les diverses origines que nous venons d'évoquer, nous arrivons enfin à la dénomination guida.
Guida, c'est de l'ancien provençal et ce mot désigne pour la première fois un guide à proprement parler. Mais si nous essayons de remonter au début de notre métier, nous pourrions commencer par la mythologie. En effet, c'est plutôt cocasse de constater que les premiers guides connus sont en fait des divinités. Ces dernières sont rassemblées sous l'appellation de psychopompes. Oh, je vous entends déjà. Des psychos quoi? Mais attendez, je le connais pas ce Pokémon. Je vous arrête tout de suite. Psychopompe est un mot français et en plus il peut vous rapporter 27 points au Scrabble et sans les bonus. Psychopompe est un mot d'origine grecque qui peut littéralement se traduire par guide des âmes. Il s'agit en fait des divinités qui guident les âmes vers l'autre monde pour être sûr qu'elles arrivent à bon port, en général en vue du jugement dernier. De manière capillotractée, il s'agirait des premiers guides à mi-chemin entre les guides spirituels et les guides de voyage. Parmi les psychopompes les plus connus, nous avons Anubis chez les Égyptiens, Charon qui faisait traverser le Styx et Hermès pour les Grecs, ce dernier étant appelé Mercure chez les Romains, l'archange Michel pour les chrétiens qui guide les défunts vers le paradis avant de passer à la pesée des âmes. Bref, vous l'aurez compris, il y a autant de psychopompes que de civilisations. Nous pourrions rajouter Odin et les Valkyries pour les Scandinaves, Ixtab pour les Mayas, et même les Inuits ont leur propre psychopompe en la personne de Pinga. Mais pour revenir à notre sujet de base, les premiers guides de chair et d'os remontent bien à l'Antiquité. Or, il ne s'agissait pas de guides culturels comme nous pourrions l'imaginer, il s'agissait de guides de montagne. Et ces derniers avaient une vocation militaire. En effet, pendant l'Antiquité, il y a eu énormément de campagnes militaires, qu'elles soient romaines, grecques ou même carthaginoises. Or, nos ancêtres se sont bien rendus compte qu'ils avaient besoin de l'aide des locaux pour franchir différents obstacles qui se dressaient devant eux, comme par exemple les montagnes. Imaginez 2 secondes que le célèbre Hannibal avec ses éléphants se soit perdu dans les Alpes et soit mort de froid. On parlerait d'un des plus énormes fails militaires de l'histoire, mais ces derniers, à l'instar des Romains ou encore d'Alexandre le Grand, n'ont pas hésité à faire appel aux connaissances des locaux pour qu'ils leur montrent les meilleurs chemins pour aller de l'autre côté de ces montagnes. Les cartes à l'époque n'étaient pas aussi précises que celles que nous connaissons aujourd'hui. On pouvait toujours tenter de franchir les montagnes et espérer ne pas perdre trop de garnisons au passage, mais au final, il était plus sage de s'adresser à ceux qui connaissent le chemin. Ainsi naissait donc le métier de guide. Il naissait d'une nécessité, celui d'arriver d'un point A à un point B sans encombre. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le terme de guide provient de l'ancien provençal, car l'endroit où l'on trouvait le plus grand nombre de guides à l'époque, c'était en Sapodia, qui peut être traduit par le pays des sapins et plus connu aujourd'hui sous le nom de Savoie. Par la suite, les guides continueront à aider les voyageurs voulant franchir les massifs montagneux, mais leurs motivations sont de moins en moins belliqueuses. Ainsi, nous voyons de plus en plus de dignitaires faisant appel aux guides de montagne pour se rendre par exemple en Italie ou en Espagne. Mais les guides voient aussi débarquer un nouveau type de voyageurs. Je veux bien sûr parler des pèlerins. Ces derniers se rendant soit du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, soit à Rome, ils avaient besoin des guides pour ne pas se perdre ou aussi pour éviter les embuscades. Cependant, les pèlerins n'usent des services des guides que lors du franchissement des chaînes montagneuses. Ensuite, ils n'ont plus vraiment besoin d'eux car c'est bien connu, tous les chemins mènent à Rome. Plus sérieusement, la profession va s'organiser au cours du XVIIIe et XIXe siècle. Durant cette période, nous assistons alors à un nouveau phénomène, la ruée des scientifiques vers les montagnes. Beaucoup de savants veulent étudier cet environnement encore méconnu. Et ils vont, encore une fois, faire appel aux guides locaux pour aller sur les glaciers, faire de l'alpinisme, découvrir la faune et la flore locale. Bref, les guides ont joué un grand rôle à cette époque. Mais cette période est également marquée par l'émergence d'une nouvelle pratique, le grand tour. À cette époque, les jeunes aristocrates, anglais pour la plupart mais également français, allemands, polonais, scandinaves, russes, partaient en voyage initiatique pour parfaire leur éducation. Le but ultime du voyage étant de découvrir l'histoire directement sur place en allant visiter les sites importants ou pour aller voir les œuvres directement dans les musées. Au programme, Paris, Londres, l'Espagne et surtout l'Italie avec Rome et tous ses sites antiques. Le grand tour pouvait durer des années, mais à la fin, une chose était certaine. Ces jeunes gens reviendront instruits et riches de leurs expériences. Le grand tour est à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de tourisme. Sur place, ces jeunes gens se voient attribuer un tuteur. C'est ce dernier qui leur fera tout découvrir. Il leur enseignera l'architecture à travers les différents édifices,
L'histoire, l'art à travers les peintures, les langues, les us et coutumes à travers l'immersion dans le pays, bref, vous l'aurez compris, c'est ce tuteur qui remplira le rôle du guide. Par la suite, le grand tour tombera un peu en désuétude. Ces voyages sont trop longs et fort onéreux. On va plutôt s'orienter vers une nouvelle pratique, celle du tourisme. Facilité par l'émergence de nouveaux moyens de transport comme le train, le tourisme va prendre son essor en Angleterre, grâce notamment à un certain Thomas Cook qui va organiser les premiers voyages de groupe. À cette époque, les visiteurs sont un peu livrés à eux-mêmes. Qu'à cela ne tienne, ils vont trouver toutes les informations qu'ils ont besoin dans des petits livres visant à les aider une fois sur place. Il s'agit bien entendu des fameux guides papier. Le premier guide papier tel que nous le connaissons aujourd'hui fut le guide Reichard qui fut édité en 1784. Il ne sera traduit en français qu'en 1803. Par la suite, nous verrons d'autres guides faire leur apparition, comme les guides Rheinreise du côté de l'Allemagne ou les guides Murray en Angleterre au début du 19e siècle. Ils vont permettre aux touristes de découvrir leur destination par leurs propres moyens. En France, nous publierons nos propres guides à partir de 1854, avec les guides Johann, qui deviendront, après la Première Guerre mondiale, les fameux guides bleus, qui existent encore de nos jours. Mais concernant le guidage, nous assistons à la même époque à un développement significatif de notre métier. Le tourisme est en plein boom. Nous commençons à voir différentes structures se monter. Les guides de montagne se sont rassemblés en compagnie. La première étant la Compagnie des guides de Chamonix en 1821. Le premier office de tourisme, lui, verra officiellement le jour du côté de Gérardmer. Il est ouvert le 23 juillet 1875. D'ailleurs, il ne s'appelait pas encore office de tourisme, ni syndicat d'initiative, mais il s'agissait du comité des promenades. Quant au guide urbain, malgré les recherches, je n'ai pas réussi à trouver de date officielle attestant la première visite guidée de l'histoire. Cependant, tout nous porte à croire que c'est durant cette même période que le métier de guide va bel et bien apparaître en ville. Et c'est vraisemblablement au cours des expositions universelles de Paris, celles de 1855, 1867 et 1889, que le métier de guide va devenir le métier que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons une kyrielle de visiteurs, français et étrangers, qui n'hésitent plus à louer les services des Parisiens pour découvrir la ville de Paris et les fameuses expositions. En même temps, avec une entrée au prix exorbitant de 2 francs, il fallait bien une personne pour expliquer ce que nous avions sous les yeux. Il semblerait donc que ce soit durant cette période que la pratique des visites guidées va naître. Par la suite, le métier va continuer d'évoluer. Puis, en 1992, le métier de guide va se professionnaliser de manière significative. Pour devenir guide, il vous faudra désormais un diplôme universitaire ou un équivalent. Il existait à l'époque 4 cartes de guide professionnels différentes. La carte des guides conférenciers des villes d'art et d'histoire, celle des guides interprètes régionaux, celle des guides interprètes nationaux et celle du conférencier national. Afin d'y voir un petit peu plus clair, il fut décidé le 31 mars 2012 que ces cartes soient regroupées sous la même appellation, celle de guide conférencier. Toutes les anciennes cartes ont été remplacées par celles que nous connaissons aujourd'hui. D'un point de vue légal, sans cette carte de guide, il vous est interdit de mener une visite à l'intérieur de monuments historiques ou de musées nationaux. Cette carte est un gage de qualité pour les visiteurs. Ceux qui en sont les détenteurs ont suivi des formations ou validé des acquis qui attestent leur savoir-faire. D'ailleurs, tous les guides au sein de l'AGIT sont titulaires de cette fameuse carte de guide conférencier. Ce n'est d'ailleurs pas par vanité ou coquetterie que nous arborons pendant nos visites des badges où il est indiqué guide conférencier diplômé d'État. C'est pour vous indiquer qu'avec nous, vous êtes entre de bonnes mains et que nous allons vous proposer une visite digne de ce nom. Il ne vous restera plus qu'à vous laisser guider par nos soins et profiter de la visite. Bon, en tout cas, sur le papier, c'est censé se passer ainsi. Bon, en ce moment, on ne vous cache pas que les visites se font rares, mais en attendant de pouvoir enfin vous retrouver sur place, les guides continuent malgré tout de partager avec vous un petit peu de leur savoir à travers les podcasts et aussi les animations que nous proposons sur les réseaux sociaux. Ça nous permet surtout de garder un lien avec vous. Comme le disent mes collègues, actuellement, nous n'avons que notre voix. Mais même sans visite, les guides trouvent quand même le moyen de venir vous apprendre 2-3 petites choses par rapport à différents sujets. C'est pas beau ça? Si le métier de guide devait se résumer en un seul mot, ce serait celui du partage. Nous espérons que ce podcast vous a plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que ce petit podcast vous permettra de voir notre métier d'un œil différent.
On vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux pour d'autres animations et on croise les doigts pour vous revoir au plus vite dans les différents sites du Tarn.